Merci de vous être joint à ce séminaire, ce nouveau séminaire de l'UMR DICE. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jean-François Carléo, qui est professeur à l'Université d'Aix-Marseille, qui est rattaché à l'Institut Louis Favoureux et donc membre du laboratoire de droit international comparé européen. Et le professeur Jean-François Carléo vient de sortir un ouvrage, et cet ouvrage s'appelle « Le lobbying, influence, contrôle et légitimité des représentants d'intérêts », avec une préface de Michel Sapin, qui est à l'origine donc d'une loi qui est très importante, comme va nous l'expliquer Jean-François Carléo. Donc, nous vous écoutons pour 3/4 d'heure, 1 heure, et puis après, ça pourra donner lieu à des discussions. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci beaucoup à Marthe Stefanini pour son invitation à venir donc traiter d'un sujet, le lobbying et la démocratie, sujet qui fait, comme le disait Marthe à l'instant, suite à la publication d'un ouvrage collectif que j'ai dirigé il y a quelques mois. Alors, ouvrage, si c'est évidemment, ça n'est pas le premier, ça reste quand même l'un des premiers ouvrages sur ce thème du lobbying qui est abordé par les juristes, puisque c'est un thème qui est plus régulièrement traité par les politistes ou les sociologues, et plus rarement par les juristes, même si on a pu voir de ci, de là quelques thèses, celle de Grégory Houillon, celle de Jean Laposterle, et puis les travaux de Moustapha Mekki, mais dans une perspective de sociologie du droit, justement. Donc, c'est rarement un thème abordé par les juristes, et c'est vrai que finalement, l'adoption de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, sur laquelle on reviendra évidemment plus en détail, était l'occasion pour les juristes d'aborder maintenant et de s'approprier même maintenant cette thématique, puisque dorénavant était reconnue la catégorie de représentants d'intérêt, et donc de lobby, qui est une des sous-catégories de cette représentation d'intérêt, pourrait-on dire. Et donc on disposait en tant que juriste d'un objet en fait d'analyse dorénavant. Alors, sans plus attendre, les lobbies, ou le lobby, c'est quoi, et surtout pourquoi tant d'obstacles en réalité à la reconnaissance en droit de cette catégorie ou de ces différents acteurs. Alors, le lobby, c'est déjà un terme anglais. Revenons tout simplement déjà à cette question. C'est un terme anglais qui signifie couloir, hall, et qui renvoie directement au site institutionnel où il était possible d'entrer en contact avec les ministres et les élus. Il a été employé à partir des années 1830, ce terme, pour désigner les activités de groupes de personnes qui fréquentaient les galeries des assemblées, les lobbies, afin de peser sur les votes des parlementaires et d'obtenir des législations favorables à leurs intérêts. Alors, il a servi également, évidemment, ce terme aux États-Unis. Il a servi à qualifier les pressions qui étaient exercées par les lobbyistes, qui étaient des acteurs rémunérés, pour faire valoir des intérêts auprès du président et des membres du Congrès. Alors, le lobbying est véritablement apparu au fur et à mesure, comme nous l'explique aussi Max Weber, au fur et à mesure qu'une sphère politique s'est différenciée en réalité de la société. Et plus la sphère politique s'est différenciée, plus le lobbying s'est affirmé. Et le lobbying a pris une ampleur considérable, en réalité, au fur et à mesure de la démocratisation de cette sphère politique. Puisque, à l'origine, dans la mesure où la sphère politique est réservée à une élite ou à une classe sociale, les intérêts que l'on peut faire valoir ou prévaloir auprès de la sphère politique sont évidemment limités. Or, plus on démocratise le régime politique, plus au contraire, la sphère des intérêts qui peuvent s'exprimer auprès des élus et des acteurs politiques, évidemment, est étendue. Donc, paradoxalement, la démocratie, enfin paradoxalement en tout cas pour une partie de la doctrine, paradoxalement, la démocratie, c'est vraiment le règne du lobbying et des influences. Et dès lors que l'on bascule dans la démocratie,
dans un régime démocratique, eh bien, on bascule presque aussitôt au-delà de la démocratie et presque par nature dans un régime des influences. Alors, tous les régimes politiques n'ont pas été aussi accueillants pour la question du lobbying. Évidemment, on va insister spécialement sur le cas français au cours de cette conférence, mais rappelons brièvement que, contrairement au cas français qui est originairement hostile au lobby, le cas américain, en revanche, est plutôt accueillant. Et plutôt accueillant puisqu'il inscrit directement les lobbies finalement dans une théorie pluraliste de la démocratie. Alors plutôt accueillant, mais tout de même, quelqu'un par exemple comme Madison, on pourrait aussi citer Hamilton, mais quelqu'un comme Madison ne voit pas nécessairement les lobbies d'un très bon œil quand même. Les lobbies qu'il appelle les factions, il ne les voit pas d'un très bon œil, mais il considère comme étant impossible et non souhaitable en réalité d'interdire ces factions. Pour plusieurs raisons, notamment parce que la culture américaine a récupéré de la culture anglaise la liberté d'association, et puis parce qu'elle est fondée sur la liberté d'expression. Donc les lobbies sont accueillis dans le régime politique et ils sont insérés de quelle manière? Ils sont insérés de deux manières, chez Madison notamment. La première manière, c'est que les factions, ces groupes de pression vont être considérés comme un moyen de contrebalancer eh bien, les excès de la majorité politique. Et en ce sens, finalement, il participe à équilibrer le pouvoir politique et à constituer une forme de contre-pouvoir indispensable pour éviter les excès ou les risques de la majorité politique. Et puis, deuxième chose, dans la pensée pluraliste américaine, les lobbies sont envisagés aussi comme n'étant pas trop néfastes parce que leur opposition, leur concurrence mutuelle va contribuer finalement à équilibrer les intérêts en présence. C'est-à-dire qu'il y aura nécessairement une balance relativement bien équilibrée parce que le pouvoir d'un intérêt particulier sera arrêté, pourrait-on dire, par le pouvoir d'un autre intérêt particulier qu'il trouvera en face de lui. Donc il y a par la concurrence, par l'opposition, une sorte d'équilibre qui se fait au sein du régime politique. On peut quand même considérer que c'est un échec quand même dans, dans cette manière de penser, enfin, au même titre d'ailleurs que dans la manière, on le verra, de penser de la France qui était hostile à ces représentants d'intérêt et qui évidemment a été submergée par leur influence. Échec dans la mesure où il y a toujours finalement une prédominance d'un certain nombre d'intérêts qui écrase les autres. Donc cet équilibre n'a pas été trouvé. Alors concernant la France, quant à elle, elle est évidemment beaucoup moins accueillante. À l'origine, sa culture est plutôt hostile à la représentation d'intérêts. Le régime représentatif, on pourrait même dire, a longtemps masqué et même délégitimé l'existence des acteurs qui s'immisçaient entre les citoyens et la représentation nationale. Au regard de la vision rousseauiste, sacralisant la volonté générale et interdisant finalement les sociétés partielles dans l'État, disait Rousseau, eh bien, toute manifestation des intérêts particuliers dans le processus décisionnel constitue une entrave à l'intérêt général et une concurrence illégitime à la puissance publique. Est particulièrement clair sur ce point l'article 3 de la DDHC de 1789, bien connu, qui énonce que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Entité abstraite dans la culture française, la nation transcende la réalité sociologique de la population et les intérêts particuliers de la société civile. Comme l'a affirmé aussi Sieyès, le député représente la nation tout entière et non les intérêts de ceux qui l'ont élu et non les intérêts de sa circonscription, détachant donc immédiatement le député, la représentation nationale, de tout intérêt particulier. L'État est donc le seul porteur légitime ou le seul dépositaire, pour reprendre le vocabulaire révolutionnaire, de l'intérêt général
Et toute organisation particulière qui prétendrait intervenir dans la définition de cet intérêt général est suspectée d'usurpation, pour reprendre le vocabulaire du décret d'Allard des 2 et 17 mars 1791. Dans le prolongement de ce décret, on peut également citer la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791, qui supprime les maîtrises et les jurandes et ne laisse planer finalement aucun doute sur la volonté d'éliminer du champ politique tout ce qui s'immisce entre le citoyen et ses représentants. Je cite, c'est assez clair, assez explicite, il n'y a plus de corporation dans l'État, il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. Donc il y a une hostilité intellectuelle à l'égard des corps intermédiaires, dont font partie les lobbies, au moment de la Révolution française, et qui est évidemment très féconde, cette hostilité, dans la pensée jacobine. Ce qui provoqua en réalité un décalage entre la perception des formes de légitimité politique, légitimité démocratique, et les véritables pratiques institutionnelles. Comme l'a démontré Pierre Rosanvallon, la logique illibérale des Jacobins et des révolutionnaires en général a masqué le rôle des groupes sociaux auprès du pouvoir à travers le maintien ou la reconstitution permanente de réseaux familiaux, professionnels et politiques. Et c'est vrai que le régime libéral s'est fondé sur la distinction entre sphère publique et sphère privée, et a toujours eu des difficultés à inclure cette sphère que l'on dit de l'intermédiation, sphère dans laquelle évidemment on intègre les lobbies qui sont des acteurs de la sphère privée, des acteurs économiques et sociaux, mais dont le rôle consiste à influer sur la production normative et donc à agir directement sur la sphère publique. Par conséquent, les fictions juridiques constitutives du régime représentatif, nation, souveraineté nationale, intérêt général, ont fait des lobbyistes des acteurs de l'ombre en maintenant un voile pudique sur les coulisses de l'intérêt général. La culture juridico-politique a masqué, voire dissimulé la réalité des rapports de force et des modes d'influence privés qui pouvaient contribuer à produire en réalité l'intérêt général. Ce schéma intellectuel a été largement diffusé ensuite par la doctrine publiciste des 3e et 4e Républiques, qui a continuellement délégitimé la représentation d'intérêts. Le Parlement a été décrit sous les 3e et 4e comme colonisé par les intérêts particuliers, ces commissions étant, je cite, les façades institutionnelles des groupes de pression. L'État fut tour à tour, selon Jean-Marie Auby, divisé, selon Paul Delouvrier, envahi, selon Georges Vedel, débordé. Karen Malberg écrivait lui aussi, je cite, « S'il est vrai que tout le système représentatif fondé en 1789-1791 a ainsi son origine dans le concept d'unité nationale, on voit les problèmes que suscitent aujourd'hui certaines tendances particularistes, telles que celles qui visent à assurer la représentation spéciale des partis, des classes sociales ou des groupes régionaux. » Mais plutôt que de modifier les fictions juridiques sur lesquelles reposait la représentation politique et le régime en général, eh bien, on a préféré critiquer ces corps intermédiaires en restant cramponné finalement au mode de légitimation politique connu depuis la Révolution française. La démocratie représentative, du coup, n'a pas cessé de reposer sur une tension produite par le décalage de plus en plus évident entre les montages légitimateurs du pouvoir politique, sur lesquels a continué de s'arrimer la doctrine publiciste, et les pratiques réelles des acteurs. Donc, dans ce contexte, finalement, les lobbyistes étaient soit ignorés, tout simplement,
de la doctrine, soit le premier réflexe a été de pénaliser le lobbying et l'influence qu'il pouvait avoir sur la sphère politique. Le délit de coalition qui apparaît à la Révolution française ne sera abrogé finalement qu'en 1864. Donc soit ignorance, soit pénalisation de cette sphère d'intermédiation, de cette sphère d'influence. Alors il est vrai que sous la Troisième République, on va adopter des lois qui vont réellement constituer des premiers supports à une reconnaissance juridique de ce lobbying et de cette sphère d'influence, avec la liberté de réunion, avec la liberté d'association, avec la liberté syndicale, qui, c'est vrai, constitue un premier pas dans la reconnaissance de cette sphère d'intermédiation, mais qui a pour objectif sans doute d'une part de bien limiter cette sphère, de bien l'encadrer et donc d'une certaine manière de la domestiquer, et puis de la tenir à bonne distance aussi en réalité de la sphère politique. Et donc, cette représentation d'intérêt à proprement parler, on ne va la reconnaître pleinement qu'à partir de la loi Sapin du 9 décembre 2016. Donc, on mesure le grand écart entre la Troisième République et la loi de 2016. Alors, entre-temps, c'est vrai qu'on aura eu une reconnaissance davantage un peu quand même des partis politiques, mais là encore, l'encadrement reste assez superficiel. Donc, ça n'est qu'avec ce texte que l'on va pleinement, en tout cas juridiquement, prendre conscience eh bien, de l'existence d'une sphère particulière qui est celle de la représentation d'intérêt. Alors, je voudrais articuler mon propos après cette brève introduction en trois parties, en trois temps. Je voudrais d'abord savoir de quoi l'on parle. Et donc, je voudrais, dans une première partie, traiter de la question de l'institutionnalisation de cette représentation d'intérêt et de son encadrement par le droit. Avant d'aborder finalement ce qui est le cœur de mon sujet, à savoir le rapport entre lobbying et démocratie. Et ce rapport, c'est vraiment un rapport interactif, d'influence mutuelle. Donc, dans une deuxième partie, j'aborderai finalement les différentes formes que prend le lobbying à l'intérieur du cadre de la démocratie représentative, avant, dans une troisième partie, de comprendre comment ces différentes formes de lobbying agissent eux-mêmes sur ce cadre de la démocratie représentative et travaillent de l'intérieur eh bien, cette démocratie représentative en déformant quelque peu son organisation. Alors tout d'abord, sur la question de l'institutionnalisation de la représentation d'intérêt. Alors, dans le fonctionnement du Parlement, dans l'organisation, dans le cadre constitutionnel, finalement, cette représentation d'intérêt n'existe pas. Elle est tenue à distance. Pourquoi ? Parce que tel que la Constitution conçoit le rôle du parlementaire, on ne peut même pas quelque part penser la représentation d'intérêts particuliers. Il suffit de rappeler l'article 26 de la Constitution, selon lequel les opinions et les votes émis par les parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions ne donnent lieu à aucune poursuite, recherche, arrestation, détention ou aucun jugement. L'article 27 de la Constitution qui rappelle que le vote est personnel, que le mandat impératif est nul, etc., etc. De même, à l'Assemblée nationale est interdit la constitution ou la réunion en son sein de groupes de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels, ainsi que l'adhésion de ses membres à une association ou un groupe de défense d'intérêts particuliers. Le règlement de l'Assemblée, comme le code de déontologie, sur lequel on reviendra, rappelle que les députés doivent exercer leur mandat dans le seul intérêt de la nation et des citoyens qu'ils représentent, à l'exclusion de toute promotion d'intérêts privés, personnels ou non, et en toute transparence. On retrouve ce même type de disposition au Sénat, notamment à l'article 91 bis du règlement. Donc, on a une matrice finalement intellectuelle qui permet difficilement de penser les intérêts particuliers et qui permet difficilement de penser le rapport entre le parlementaire et les intérêts particuliers. C'est donc assez tardivement que les chambres parlementaires
vont se questionner sur le lobbying. Elles vont se saisir de cette problématique d'abord dans le cadre de missions d'information et de groupes de travail. Alors c'est en 2006 que les députés Arlette Groscost et Patrick Beaudoin mènent des investigations sur le lobbying auprès des élus et déposent une proposition de résolution visant à établir des règles de transparence concernant les groupes d'intérêt. Donc c'est le premier engagement à l'Assemblée nationale sur cette question. Fin 2007, le président de l'Assemblée nationale alors constitue un nouveau groupe de travail dirigé par le député Marc Le Fur, visant à établir le rôle, je cite, des lobbies dans l'information des députés et à proposer des premières règles concernant les pratiques et notamment le droit d'accès au Palais Bourbon. Parallèlement, avec l'appui du président de la Commission des affaires économiques, le député Jean-Paul Charrier élabore un nouveau rapport proposant des formalités d'enregistrement, une réglementation de l'accès et des conditions de rémunération des assistants parlementaires, dont il ressort de ce rapport d'ailleurs que le lobbying, je cite, est une activité très répandue et constitue une forme d'expression de la société civile. Donc on commence à changer totalement de perspective sur le lobbying, non seulement en reconnaissant son existence, mais en y voyant finalement une forme légitime d'expression. Au Sénat, le président Larcher crée un groupe de travail qui implique les questeurs et vise à assurer la régulation des groupes d'intérêt, l'indépendance des sénateurs, mais aussi à organiser des échanges constructifs avec l'environnement économique et social du Parlement. Alors, c'est donc un système d'abord d'autorégulation qui apparaît au Parlement et qui se manifeste dès 2009 avec l'élaboration par les bureaux des premiers codes de bonne conduite pour les représentants d'intérêt qui sont soumis à des règles de déontologie. L'Assemblée nationale crée ainsi un registre facultatif où l'inscription est censée faciliter le droit d'accès grâce à un système de badge. Le Sénat se dote de son côté d'un comité de déontologie parlementaire, puis d'une réglementation également relative au droit d'accès au Palais du Luxembourg. C'est l'Assemblée nationale qui reprend ensuite encore la main en 2011 et qui institue un code de déontologie des parlementaires et un déontologue. Alors on voit un peu le mélange des genres, c'est-à-dire que dans un premier temps, on cherche un petit peu à encadrer la pratique du lobby, et puis dans un second temps, on prévoit des règles de déontologie qui cette fois-ci vont viser les parlementaires eux-mêmes, les élus eux-mêmes. Et évidemment, le point d'orgue de cette conception qui va viser les élus eux-mêmes, c'est l'adoption de la loi, enfin des deux lois, de la réforme du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui va rappeler que les mandats parlementaires s'exercent avec dignité, probité et intégrité, et qui surtout va créer pour la première fois une nouvelle catégorie qui est la catégorie des conflits d'intérêts, puisque l'article 2 de la loi de 2013 définit le conflit d'intérêts comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions par un agent public. Et à partir de là, on y reviendra tout à l'heure, on va prévoir tout un tas de dispositifs déontologiques. Alors ici, c'est un encadrement du lobbying qui ne dit pas son nom, puisque évidemment, dans le conflit d'intérêts, sont visés implicitement les représentants d'intérêts et les lobbyistes. Mais on ne les vise pas explicitement et on combat surtout leur influence en encadrant déontologiquement l'activité des élus eux-mêmes. Puis, on va aussi encadrer non plus seulement les élus, mais on va décider d'encadrer les agents publics. Donc, dans le prolongement de la loi du 11 octobre 2013, on va avoir la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires, qui va transférer les différents dispositifs déontologiques applicables aux élus, aux agents publics, et qui va les renforcer pour la haute fonction publique.
Et puis, encore un peu plus loin, si on pousse, c'est la loi du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, qui va prévoir un nouveau régime de pantouflage et inventer un régime de rétro-pantouflage pour les hauts fonctionnaires, et qui est là aussi, d'une certaine manière, une forme d'encadrement du lobbying qui ne dit pas son nom. Donc, on choisit d'encadrer les acteurs publics et on abandonne pendant un certain moment l'idée d'encadrer cette activité de la représentation d'intérêt qu'on ne sait pas tellement vraiment encore comment qualifier, comment encadrer. Et puis finalement, c'est la loi Sapin 2 qui va être adoptée, loi du 9 décembre 2016, et qui va reconnaître la catégorie représentation d'intérêt et qui va encadrer ces nouveaux acteurs par des obligations déontologiques. Donc on a tout un corpus en fait qui est soit explicite, soit implicite et qui encadre ces nouveaux acteurs. Alors, au moment de l'adoption de la loi Sapin 2, certains proposaient des critères d'identification finalistes, organiques, procéduraux. Finalement, la loi Sapin 2 va retenir une notion relativement générique des représentations d'intérêt. Sont des représentants d'intérêt, selon la loi Sapin 2, les personnes morales de droit privé ou les personnes physiques, mais principalement les personnes morales de droit privé, exerçant une activité industrielle et commerciale dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec les pouvoirs publics. La loi prévoit elle-même la liste des pouvoirs publics concernés, les ministres, leurs collaborateurs, les députés, sénateurs, leurs collaborateurs et certains hauts fonctionnaires. La loi exclut les élus, les partis politiques et certains types d'associations. Alors, les associations représentatives des élus sont exclues du champ du lobbying, mais également les associations cultuelles, ce qui a donné lieu à une discussion au moment de l'adoption de la loi. Les associations cultuelles n'étaient pas intégralement exclues du champ du lobby, elles l'ont été ensuite par la loi ESSOC. Et actuellement, au Parlement, nous avons à nouveau des discussions pour réinclure dans le champ du lobbying les associations culturelles. Et nous avons également exclu les syndicats. Ne font pas partie non plus du champ de la représentation d'intérêt, la Chambre d'agriculture ou les établissements publics administratifs notamment. Alors, c'est une définition relativement large et relativement imprécise. Donc, le décret du 9 mai 2017 est venu préciser cette définition et en réalité, on peut dire plutôt complexifier largement cette définition d'une manière assez catastrophique, à vrai dire, comme le reconnaît d'ailleurs la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est venue préciser cette définition en précisant les deux critères posés par la loi, à savoir l'activité principale ou l'activité régulière. Qu'est-ce que dit le décret de 2017 à propos de l'activité principale? Une personne effectue des actions de représentation d'intérêt à titre principal lorsqu'elle consacre à cette activité plus de la moitié de son temps. Ce critère doit s'apprécier par période de 6 mois. Ainsi, une personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d'intérêt sur une période d'au moins 6 mois. Elle ou la personne morale qu'elle représente, alors, est un représentant d'intérêt. Concernant cette fois-ci l'activité régulière, le décret du 9 mai 2017 énonce qu'une personne exerce une activité de représentation d'intérêt de manière régulière lorsqu'elle a réalisé pendant une période de 12 mois plus de 10 actions de représentation d'intérêt à son initiative. Et cette période de 12 mois doit être appréciée de manière continue et ne couvre pas nécessairement l'année civile. Alors, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, depuis l'adoption de ce décret, dans tous ses rapports, souligne son incapacité à faire appliquer
les critères qui sont posés par le décret en raison de leur complexité donc du coup fait état de ses difficultés à contrôler que les conditions sont effectivement bien remplies et évidemment les lobbies eux-mêmes jouent sur l'ambiguïté de ces différents critères, notamment les 10 actions et notamment le fait que ces actions doivent être à l'initiative des lobbies eux-mêmes et pas des pouvoirs publics prévus par la loi, ministres, collaborateurs, etc. Donc nous avons un certain nombre de lobbies à qui il est demandé pourquoi ils n'ont pas inscrit leurs activités sur le registre et qui répondent « nous n'avons pas fait 10 actions auprès d'un membre du gouvernement ou auprès d'un autre pouvoir public ». Ce fut le cas par exemple de BlackRock à un moment, lobbying à qui il a été demandé par un ministre comme par la HATVP de s'inscrire sur le registre, mais qui a considéré qu'il n'avait pas fait 10 actions. Et comment effectivement, concrètement pour la HATVP, contrôler que 10 actions ont bien été effectuées auprès d'un pouvoir public, c'est concrètement extrêmement difficile. Alors on constate dans cette définition de la loi Sapin II qu'il n'y a pas réellement de distinction entre les représentants d'intérêts. La loi met sur le même plan ce que l'on dénomme finalement les courtiers du capitalisme, les représentants d'intérêts économiques et financiers, comme les associations militantes. La loi ne discrimine pas les intérêts représentés, ceux qui seraient plus proches ou plus légitimes d'une conception de l'intérêt général ou pas. Tous les acteurs sont d'une certaine manière mis sur le même plan. Donc en vertu de la loi, eh bien, la catégorie de représentants d'intérêts inclut aussi bien, pour être prosaïque, Coca-Cola, Monsanto et Bouygues que la Croix-Rouge, Anticor ou France Nature Environnement. Alors, à côté de cette reconnaissance de la catégorie de représentants d'intérêts, eh bien, la loi Sapin II prévoit un certain nombre d'obligations. Et elle crée notamment un répertoire numérique des représentants d'intérêts dont le contrôle est confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La loi a sorti l'inscription au registre d'un certain nombre d'obligations déontologiques, pour la plupart des obligations de ne pas faire, comme par exemple s'abstenir de toute démarche en vue d'obtenir des décisions par des moyens frauduleux. Et donc, la loi comme le décret prévoit un certain nombre d'informations qui doivent être inscrites sur le registre, mais qui sont des informations beaucoup trop générales, puisque n'ont pas à être mentionnées la personne même qui a été contactée par le lobby, mais simplement la catégorie de pouvoir public, c'est-à-dire un ministre, un parlementaire, un collaborateur, n'ont pas à être mentionnés expressément non plus le type d'intérêt qui est vraiment défendu. Donc, le registre est insuffisant pour opérer en réalité ce qui fondait l'intérêt même de la loi Sapin II et ce qu'exprimait d'ailleurs le rapport Nadal sur l'exemplarité du personnel politique, à savoir la traçabilité d'une norme, c'est-à-dire toutes les influences qui avaient pu conduire à son adoption. Et au regard du régime existant aujourd'hui, il est clair que cette traçabilité de la production normative est absolument impossible. Donc on peut dire de ce point de vue que la loi Sapin II, sans être un échec, évidemment, puisqu'elle constitue peut-être un premier pas, et tous les acteurs aujourd'hui, il y a consensus pour dire qu'il faut absolument revenir sur le décret du 9 mai 2017, donc il y aura évolution, c'est un premier pas, mais en tout cas, la loi aujourd'hui ne permet pas ce qui fondait son intérêt, à savoir véritablement de permettre de sourcer les influences, de tracer les influences qui avaient conduit à la production d'une norme. Alors pour terminer sur ce point, aujourd'hui, il y a 2209 représentants d'intérêts inscrits sur le répertoire, 1806 représentants d'intérêts ont déclaré des activités et 29 630 activités ont été déclarées par les représentants d'intérêts. Donc si la loi reconnaît et encadre, il y a encore évidemment des évolutions que l'on peut attendre. La loi est particulièrement perfectible.
Par ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais on aurait pu s'interroger sur le vocabulaire employé. Parce qu'on parle de représentation d'intérêts et on peut se demander si nos élus, nos parlementaires ne sont pas eux-mêmes des représentants d'intérêts, mais des représentants de l'intérêt général. Et on peut se demander finalement si l'usage de cette terminologie n'est pas quelque peu malheureuse et ne vient pas produire une sorte de concurrence des représentations finalement, puisqu'en plus la dénomination, c'est pas représentant d'intérêt particulier, hein, c'est bien représentant d'intérêt. Donc, est-ce qu'un lobby ne pourrait pas être aussi le représentant d'un intérêt général? Donc, on voit bien que tout en encadrant, tout en constituant, c'est vrai, eh bien, un premier pas vers l'encadrement de cette sphère d'influence, en même temps, on contribue quelque part à ébranler quand même nos propres conceptions en instaurant au cœur du pouvoir, et même en plus par la loi, qui est normalement l'expression de la volonté générale, eh bien, par la loi, on reconnaît que cette volonté générale est peut-être non plus finalement si universel, transcendant, abstrait que cela, mais aussi sans doute le produit eh bien, d'une concurrence entre des intérêts particuliers, entre des intérêts privés, ce qui est quand même très éloigné de la conception rousseauiste que nous avons normalement. Cela m'amène très logiquement à réfléchir alors eh bien, à la confrontation entre la démocratie représentative et le lobbying. Et comment finalement le lobbying prend diverses formes pour s'intégrer à la démocratie représentative et comment il travaille lui-même de l'intérieur cette démocratie représentative. Donc dans cette deuxième partie, je voudrais d'abord m'intéresser aux différentes formes de lobbying à l'intérieur du cadre démocratique ou du cadre représentatif. Alors pour aller vite, parce que je vois que le temps passe, et donc, je vais très schématiquement classer en trois catégories, en réalité, les lobbyistes. D'abord, les lobbyistes peuvent constituer une forme de contre-démocratie. Ensuite, les lobbyistes peuvent être qualifiés de lobbying d'État. J'expliquerai ce que je veux dire par là. Et ensuite, troisième catégorie, il y a sans doute, en reprenant des auteurs que j'évoquerai, un lobbying citoyen. Alors tout d'abord, un aspect contre-démocratique. Contre-démocratique parce que l'apparition et la reconnaissance aujourd'hui des lobbies eh bien, perturbe le schéma classique de la démocratie représentative en faisant interférer les intérêts privés dans la détermination d'un intérêt général, universel, transcendant, abstrait. Ainsi, dans une certaine conception qui est une conception qui peut être portée par des courants néolibéraux comme l'école de public choice, par exemple, aux États-Unis, les lobbies se substituent aux intérêts des citoyens qui se seraient exprimés à travers l'élection. L'intérêt général n'est donc plus qu'un intérêt particulier qui s'est imposé sur les autres. Et les lobbies constituent en ce sens des instances perturbatrices qui distordent, voire défont ce que font les États. On assisterait ainsi à une capture de l'intérêt général par un petit nombre d'intérêts particuliers qui seraient évidemment plus puissants que d'autres. Ainsi, les lobbies contournent les principes du régime représentatif. Ils s'intercalent entre le représentant et le représenté, entre l'élu et l'électeur. Or, leur pouvoir de représentation ne découle pas de l'élection. Il provient de leur influence économique. Leur légitimité repose sur un hors-cadre juridique, fait de réseaux professionnels, de réseaux personnels. Ils ne sont soumis à aucune responsabilité, et encore moins une responsabilité politique, alors même qu'ils participent parfois à la production législative. Leur représentativité est limitée, puisqu'ils n'ont pas vocation à respecter le pluralisme des courants d'opinion et d'expression de la société. Certains considèrent même qu'ils favorisent l'instabilité politique, faisant et défaisant les ministères selon que leurs intérêts sont pris en compte. Et on se souvient de la démission fracassante de Nicolas Hulot, par exemple. Et que font-ils des parlementaires?
eh bien, ils font de la réglementation un grand marché économique qui n'est pas sans effet sur le rôle des institutions démocratiques, puisque dans cette hypothèse, le Parlement devient une chambre d'enregistrement d'intérêts qui ont été préalablement négociés. Et on peut ici évoquer la pratique de ce qu'on appelle l'amendement suggéré, qui consiste à fournir directement aux députés ou aux sénateurs le texte qu'il lui revient de faire adopter. Ainsi, pour certains, les lobbies s'apparentent à un paragouvernement des intérêts organisés, c'est une citation, ou à une troisième chambre qui installe finalement une confusion des représentations. Et de ce point de vue, les lobbies annoncent même pour certains une post-démocratie, c'est ce que dit Colin Crouch sur les lobbies, qui annonce donc une post-démocratie. Et il est vrai que leur reconnaissance comme élément de la procédure législative eh bien, met en place un système institutionnel qui ne correspond ni à la démocratie représentative, ni à un mode politique d'organisation du pouvoir. Nombre de facteurs peu maîtrisés par le droit entrent en ligne de compte, connaissances personnelles, rencontres fortuites, réseaux d'influence, puissance économique, qui construisent une relation de pouvoir en dehors du cadre constitutionnel. Le canal par lequel s'opère le lien entre politique et société civile devient donc beaucoup plus complexe, beaucoup plus instable, et il est aujourd'hui juridiquement introuvable, finalement, dans cette perspective contre-démocratique. Deuxième catégorie de lobbying, c'est le lobbying d'État. Alors, la notion de lobbying d'État est susceptible de prendre diverses formes. Ce qu'il faut comprendre dans cette expression, c'est que de nombreux lobbyistes, en réalité, aspirent à devenir des maillons de l'organisation politique et administrative. Ils cherchent à s'insérer dans la sphère politique, dans la procédure parlementaire, mais aussi dans la bureaucratie étatique, afin de se constituer en acteurs de la prise de décision. Alors ce phénomène s'est développé et se traduit très très bien par le biais de ce qu'on a appelé l'administration consultative, par exemple. Les commissions consultatives participent d'une co-construction de la politique par l'alliance de hauts fonctionnaires et de représentants d'intérêts privés. Alors cette administration consultative, elle a beaucoup moins le vent en poupe aujourd'hui, puisqu'on le sait, de nombreux textes depuis les années 2010 sont adoptés en vue de supprimer justement ces commissions consultatives alliant hauts fonctionnaires et lobbyistes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe sans doute de cette administration consultative qui existe quand même toujours et qui a quand même toujours un poids dans la production normative, on passe quand même de cette administration consultative vers un autre modèle que l'on pourrait qualifier de modèle d'externalisation des politiques publiques et de la production normative. Externalisation des politiques publiques et de la production normative. Une des illustrations que l'on peut donner, c'est la loi mobilité. Dans la loi mobilité, qu'a fait le gouvernement? Il a passé un contrat avec le cabinet Dentons pour lui transférer le pouvoir de rédiger l'étude d'impact et l'exposé des motifs de la loi mobilité. Donc, si ça n'est pas directement le texte, hein, bien évidemment, qui est rédigé par un lobbyiste, on a quand même une production normative indirecte qui est externalisée. On pourrait tout à fait citer également comme externalisation des politiques publiques le contrat qui a été signé entre le gouvernement et le cabinet McKinsey dans le cadre de la politique de vaccination qui, comme chacun le sait, a été une très grande réussite. Donc, on voit bien qu'il y a une procédure d'externalisation. Alors, cette procédure d'externalisation, elle a un intérêt aujourd'hui qui est qu'elle passe par la procédure de passation de contrat public. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, cette externalisation, elle existe en réalité depuis longtemps, mais elle existe en toute opacité, alors qu'on tend aujourd'hui
à l'exercer par le biais de contrats publics, ce qui veut dire que les contrats publics permettent finalement un nouvel encadrement de l'influence des lobbies. Et que c'est toujours ça, d'une certaine manière, c'est toujours ça, parce que ces contrats permettent de rendre transparent la pratique d'externalisation qui, jusqu'ici, restait une pratique tout à fait opaque. Alors, on peut encore citer d'autres dispositifs, mais là encore, je vois que le temps file très vite, donc on y reviendra peut-être dans la discussion. Alors, troisième catégorie, c'est les lobbies citoyens. Le lobbying citoyen évoque la notion qui a été développée aux États-Unis par Berry de citizen groups et que l'auteur oppose aux occupational groups et qui sont, eux, constitués des lobbies à vocation économique et professionnelle. Alors, ces lobbies citoyens ou citizen groups bénéficient de connotations positives puisqu'il s'agit de défendre des causes supérieures considérées comme socialement plus nobles, là où le lobby traditionnel porterait des intérêts mineurs, partiaux, immoraux, etc. Alors, il y a deux grandes distinctions du lobby citoyen par rapport au lobby d'État. C'est le type d'intérêt défendu et ce sont surtout les méthodes employées. Le lobby citoyen s'organise autour d'enjeux sociaux, identitaires, religieux, ce sont les exclus, les mouvements civiques, les acteurs de l'économie sociale, solidaire, les syndicats, les ONG, etc. Ils revendiquent tous finalement la représentation d'un intérêt général contre les intérêts portés par les bad lobbies et ils se présentent finalement comme des anti-lobbies, en quelque sorte. Et à une approche que l'on dit grass top du lobbying économique, qui consiste à cibler les acteurs influents susceptibles de reprendre les intérêts particuliers à partir de stratégies sur lesquelles on pourra revenir et qui ont été révélées récemment comme le mapping, le sourcing. Eh bien, les lobbies citoyens développent plutôt une activité grassroots, c'est-à-dire qu'ils distillent des informations à l'ensemble de la société civile via les médias, via les réseaux sociaux et en utilisant, par exemple, des techniques comme le sitting, les manifestations pacifiques. On pourrait mettre là-dedans des mouvements sociaux comme les Indignés, Occupy Wall Street, Nuit debout, etc., etc. Donc, alors que le lobbying économique influence les acteurs politiques et a vocation à devenir finalement un acteur de la sphère publique à part entière, et d'ailleurs les lobbies sont ravis de la loi Sapin 2, faut bien le dire, les lobbies citoyens au contraire, s'y opposent en recherchant plutôt, eux, l'assentiment populaire. Ils agissent auprès des citoyens. Ces lobbies sont donc bien moins intégrés à l'organisation politique que les occupational groups. On pourrait citer, pour autant, par exemple, ils ne sont pas du tout sans effet sur la législation, on pourrait citer en France le droit au logement opposable qui a été reconnu par la loi Dallot bien connue et qui fait suite finalement à une action originale menée par l'association Les Enfants de Don Quichotte, avec les affaires des tentes qui avaient tout le long de la Seine à Paris. Alors, paradoxalement, ces lobbies, en réalité, n'entrent pas dans le champ de la loi Sapin 2, parce que lorsqu'on regarde la définition de la loi Sapin 2, puisqu'ils n'ont pas vocation à influer directement sur la décision, à prendre contact directement avec les acteurs politiques, eh bien, ils ne peuvent appartenir au champ de la représentation d'intérêt telle qu'elle est définie par la loi Sapin 2. Toutefois, de fait, ce lobbying citoyen se rapproche de plus en plus des techniques d'influence traditionnelles et de nombreuses analyses qui ont porté sur les lobbies environnementaux démontrent qu'aujourd'hui, les techniques tendent à être de plus en plus, à converger, à être de plus en plus similaires entre le lobbying économique et les citizen groups. Troisième partie de mon propos, ces différents acteurs contribuent de l'intérieur à transformer un petit peu la démocratie représentative. Alors, évidemment, on ne peut pas dire que ce sont les lobbies qui contribuent à faire évoluer seuls la démocratie représentative et à lui donner certaines tendances. On a une certaine presse, d'autres associations, des mouvements sociaux qui font évoluer la démocratie à côté des lobbies. Mais les lobbies participent très clairement
à donner une réorientation de la démocratie représentative. Et ici, je retiendrai également 3 réorientations, me semble-t-il, qui sont tout à fait intéressantes, auxquelles participent les lobbies. D'abord, premier point, c'est ce que j'appelle la démocratie d'opinion. Ils participent à la démocratie d'opinion. Ils participent également en tant qu'acteurs très, très influents de la démocratie participative. Et enfin, ils sont les acteurs d'une évolution peut-être plus récente de la démocratie que j'ai appelée la démocratie déontologique. Tout d'abord, la démocratie d'opinion. Alors, premier critère de cette démocratie d'opinion, ou première manifestation de cette démocratie d'opinion, le lobbying s'inscrit, en reprenant Axel Honneth, c'est ce que j'ai appelé la théorie de la reconnaissance. C'est-à-dire que les lobbies s'inscrivent dans une évolution de la démocratie qui repose sur un accroissement de la demande de reconnaissance sociale. Le marché de la réglementation est le reflet d'une demande constante de reconnaissance des intérêts privés qui justifie le rôle croissant des lobbies. Le but du lobbying, c'est d'incorporer les intérêts particuliers à l'ordre juridique afin de parvenir à transformer un intérêt particulier en intérêt général. Cette démocratie de la reconnaissance contribue à multiplier les droits subjectifs. Ainsi, Jean Lapoursterle, dans sa thèse consacrée au lobbying, considère que le droit est devenu la caisse enregistreuse des droits subjectifs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'élément de l'information. La démocratie d'opinion, elle repose sur l'invasion de l'information, à savoir que aujourd'hui, dans un contexte où l'évaluation publique reste balbutiante, l'État se tourne vers des experts qui lui fournissent un savoir dont il est de moins en moins doté lui-même. Et aux agents publics se sont substitués des sachants, des experts qui font valoir leur savoir, leur indépendance. Or, les lobbies sont de très gros producteurs d'expertise dont le contenu, souvent présenté comme scientifique, reste orienté vers la défense d'un intérêt particulier. Dès lors, toute décision publique repose sur une confrontation d'opinions subjectives qui n'ont d'autre but que de persuader de la véracité d'un point de vue. Et le tri est parfois très difficile à opérer entre toutes ces formes d'information qui brouillent la délibération. Et le propre de cette démocratie d'opinion, finalement, c'est de ne plus parvenir à distinguer entre ce qui relève de l'évaluation, ce qui relève de l'expertise et ce qui relève de la simple opinion, voire de l'idéologie ou de la défense d'un intérêt particulier. Il est très intéressant de lire le rapport de Christophe Sirugue, rapport qu'il avait remis dans la précédente législature lorsqu'il était président de la délégation chargée des représentants d'intérêts et des groupes d'études. Il constate une mutation de l'activité du lobbying dans un contexte où le Parlement se trouve au milieu d'un flux d'informations complexes, dit-il. Cela justifie l'émergence d'une nouvelle conception des groupes d'intérêt, devenus des acteurs de l'élaboration de la loi en tant que moyen pour le législateur d'obtenir des informations sur la manière dont la loi est appliquée et sur les moyens de l'améliorer. Ces groupes d'intérêt permettent aux décideurs publics de mieux connaître les attentes de la société civile et d'être à l'écoute des forces vives du pays, à charge pour lui, et c'est là tout l'intérêt de la citation, à charge pour lui de faire le tri entre les données orientées qui lui sont transmises et de les confronter à d'autres pour en vérifier la véracité et la cohérence afin de légiférer en connaissance de cause. Mais dans un contexte où il y a peu d'évaluation publique, comment fait-on pour faire le tri entre ce qui relève de l'expertise et ce qui relève de la simple idéologie? Et d'ailleurs, les lobbies utilisent la science comme véritable levier pour influencer les pouvoirs publics. C'est ce que certains appellent le lobbying par la science, qui donc est du lobbying décliné dans le champ social. Et on a pu s'en rendre compte suite à la révélation, notamment du médiateur, à la suite des enquêtes,
qui ont permis de montrer comment le fabricant du Mediator, Servier, avait au cours du temps fait en sorte de contrôler les études scientifiques, mais aussi les paroles expertes sur le produit. Ces enquêtes ont mis au jour ce qui a été appelé un système Servier, tant les relations entre l'entreprise et les experts médicaux semblaient denses, étroites et anciennes. Dans le domaine agrochimique, ce sont les stratégies de Monsanto, de financement de recherche publique ou de recrutement discret d'universitaires pour produire des articles qui ont nié les risques des produits de la firme et ce phénomène est ressorti des documents internes à l'entreprise qu'on a appelés les Monsanto Papers. En France, on aurait très bien pu évoquer aussi le cas de l'amiante, qui a aussi été un cas de manifestation de lobbying par la science particulièrement intéressant. Donc, les lobbies recrutent des experts, des universitaires qui leur donnent du crédit, qui vont produire des analyses scientifiques pour minimiser ou en tout cas aborder les produits dangereux sous des angles qui leur permettent de les mettre en valeur et de ne pas insister sur les différents dangers. Et nous avons aux États-Unis, parfois même en France, des lobbies qui créent même des organisations scientifiques dans l'optique de produire ce qu'on appelle des packaging of science, c'est-à-dire véritablement de la production scientifique mettant en valeur les différents produits. Donc, on a une démocratie d'opinion qui est largement accentuée par le lobbying. Démocratie également participative. Démocratie participative, et certains auteurs d'ailleurs font un lien indissociable entre la démocratie participative et le lobbying. C'est le cas d'un auteur comme Laurent Cohen-Tanneguy qui avait écrit le droit sans État. Les lobbies sont des acteurs centraux des procédures de délibération et de participation. Ils se saisissent des possibilités offertes par le droit et développent des stratégies d'expression également hors du cadre légal. C'est vrai que, évidemment, la démocratie participative, je ne vais pas dire que cette orientation de la démocratie, elle est fondée sur le lobbying. Mais ils utilisent, et ce sont des acteurs qui vont avoir tendance à demander un développement finalement de cette démocratie participative parce qu'elle leur est très très utile. Alors évidemment, c'est en quelque sorte un détournement des procédures de leur objet initial qui consiste au départ à obtenir l'opinion des citoyens. Et là, l'opinion des lobbies vient se substituer à cette opinion citoyenne, voire même travestie en quelque sorte finalement parfois l'opinion citoyenne, parce que les lobbies ne se disent pas quand ils s'expriment. Ils s'expriment comme un citoyen qui viendrait s'exprimer. Ils ne disent pas que ce sont telle société ou telle autre qui vient s'exprimer. Dans le même temps, la création de procédures participatives est aussi un moyen d'encadrer justement cette expression des lobbies. Donc on est toujours dans cette ambivalence à la fois de canalisation, d'encadrement et en même temps de submersion finalement de l'État par les procédures. Et c'est pourquoi il faut toujours choisir évidemment avec attention les différentes procédures participatives qui doivent permettre d'identifier les acteurs qui s'expriment. Est-ce le citoyen ou est-ce derrière ce citoyen, en réalité, un groupe de pression et un groupe d'intérêt qui s'expriment. Et pour ça, les consultations sur Internet ne permettent pas, en réalité, une véritable transparence, contrairement à d'autres procédures dont ils sont aussi extrêmement friands, les lobbies, comme les procédures de débat public, les procédures d'enquête publique, auxquelles les lobbies participent énormément lorsqu'il s'agit de projets d'urbanisme, de projets d'infrastructure et de projets d'environnement. À ce titre, en matière d'environnement, vous avez par exemple un lobby qui est institutionnalisé d'une certaine manière dans le cadre d'une procédure de démocratie participative. C'est la procédure de Grenelle qui a permis d'organiser la confrontation entre les différents lobbies. Bon, de manière générale, il faut faire attention à cette question des procédures et globalement, on est loin du respect, on va dire, des principes éthiques de la délibération qui ont été dégagés par Habermas,
pour garantir une discussion respectueuse et pluraliste et une égalité entre les intérêts. La démocratie participative constitue un moyen pour les lobbies les plus puissants d'occuper le terrain de la délibération publique et d'envahir les processus de décision. Et c'est pourquoi l'activité du lobbying s'accompagne désormais de règles déontologiques garantissant certains principes élémentaires au sein de ce jeu d'influence. C'est la dernière catégorie ici que j'ai appelée la démocratie déontologique. La démocratie déontologique, la démocratie a pris une nouvelle tournure avec la déontologie aujourd'hui qui touche les acteurs publics comme privés et qui s'applique aussi bien aux élus, aux groupes d'intérêt et aux experts. La déontologie intervient en amont de la décision publique pour garantir l'impartialité des positions de chaque acteur et en imposant des obligations de transparence et d'éthique. Elle se greffe sur la démocratie représentative afin d'en assurer le respect. Alors, d'abord, elle se greffe sur le pouvoir politique. On l'a dit, la loi du 11 octobre 2013 définit les conflits d'intérêts et pour prévenir les conflits d'intérêts, on crée tout un tas de dispositifs sur lesquels je n'insiste pas parce que j'ai déjà été beaucoup trop long, je vois l'heure tardive, mais je ne fais que les énumérer. Des obligations de déport à l'Assemblée nationale, au Sénat, le dépôt de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui constituent toujours des moyens de contrôler les liens entre les représentants et les différents lobbies, groupes de pression. L'obligation également, par exemple pour les parlementaires, de déclarer auprès du déontologue tous les dons, cadeaux, invitations excédant une valeur de 150 €, de les déclarer auprès du déontologue. Donc on a une déontologie qui vise les acteurs publics, mais on a aussi une déontologie qui vise les représentants d'intérêt, qui se soumettent à des règles déontologiques qu'ils ont parfois pris la peine d'édicter eux-mêmes. Plusieurs associations l'ont fait. On a la charte de l'Association française de conseil en lobby qui est créée dès 1991 et qui énonce dès cette époque que le lobby est incompatible avec tout mandat électif national ou européen, tout emploi de salariés au sein d'un cabinet ministériel, des assemblées parlementaires ou dans des fonctions publiques. Cette charte interdit aux lobbyistes de rémunérer à titre permanent ou temporaire tout élu national, collaborateur parlementaire d'un cabinet ministériel, membre d'un cabinet ministériel, etc., etc. Donc, le lobby, en réalité, permet d'une certaine manière de justifier, la déontologie permet aujourd'hui de justifier en quelque sorte le lobby. Et c'est en ça qu'avec la démocratie déontologique, eh bien, on part vers un autre modèle, c'est-à-dire qu'on ne contient plus à proprement parler les influences, ça n'est plus l'objectif, c'est qu'on ouvre les vannes aux différentes influences. Voilà ce vers quoi la déontologie propose, c'est d'ouvrir les vannes, mais en respectant un certain nombre de règles éthiques. Donc on n'est plus dans la tentative de contenir, on n'est plus dans la tentative réellement parfois d'encadrer, d'interdire. On est dans l'idée que on fait ce qu'on veut dès lors qu'on respecte un minimum de principes. Voilà ce que finalement vers quoi nous tend cette déontologie. Ainsi, la déontologie bouleverse, et j'en finirai là, nos conceptions politiques en reconnaissant des acteurs et des pratiques qui sont longtemps restés illégitimes, qui sont longtemps restés infondés. Elle justifie un mode d'organisation incluant les lobbies dans le processus de décision publique, ceux-ci pouvant agir librement dans le respect des droits et des devoirs qui leur sont assignés. Donc, tout en assainissant les pratiques et par la multiplication des obligations de ne pas faire, la déontologie délimite les frontières d'une activité encore sulfureuse afin de l'inscrire dans les présupposés de notre démocratie. Elle leur permet de se couvrir, pour reprendre l'expression de Berry, du doux manteau de l'intérêt général. Il s'agit donc d'un changement de paradigme, puisque se trouve justifiée l'influence de ces acteurs privés sur la réalisation de l'intérêt général, troublant un peu plus la distinction entre sphère publique et privée,
la représentation nationale et la représentation d'intérêts. Donc, cette conception exige de déplacer le regard vers les réseaux de pouvoir qui se déploient en amont du politique dans les techniques d'influence qui s'exercent en marge du droit et des procédures juridiques. Paradoxe donc de cette légitimation, loin de renouer avec la confiance des citoyens envers leurs gouvernants, la reconnaissance et la publicité du rôle des lobbies contribuent à produire une autre forme de défiance envers le politique, dont le champ d'action est de moins en moins identifiable et de plus en plus perturbé par la puissance privée. En découvrant la place accordée aux intérêts privés dans l'idéologie de l'intérêt général, le droit relativise la volonté politique et souligne les limites de notre imaginaire démocratique. Je vous remercie.